Mais sur un tout autre sujet aussi. Alors, Mathieu Guider, vous disiez, en fait, on devrait avoir peur, il y a de vraies menaces. Expliquez-nous alors, pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, en fait, ce n'est pas maintenant, c'est depuis quelques mois. Il y a un contexte international très particulier, en particulier l'accentuation des frappes au Pakistan et en Afghanistan par la coalition à laquelle participent la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis. Et en même temps, l'intervention française en Afrique est réelle. La présence française dans différents États, au travers de la coopération, au travers de différentes actions, font que les réseaux armés, qu'ils soient insurrectionnels ou qu'ils soient de tendance terroriste ou radicale, ont décidé de mettre un certain nombre de leurs ressources humaines et techniques sur la France en particulier, mais pas uniquement, sur les autres pays. Alors la question de savoir, est-ce qu'on communique sur la menace ou est-ce qu'on communique sur le risque? La menace est de l'ordre de la perception, il l'a très bien expliqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir une menace très forte, mais si les gens n'y croient pas, il n'y a pas de menace, elle est de l'ordre de la perception. Alors que le risque est mesurable. Le risque est mesurable en ce sens qu'on a trouvé un paquet, ça fait un paquet par semaine, etc. Donc, ce qui est aujourd'hui contestable peut-être, c'est le fait d'avoir décidé de communiquer sur la menace, qui est perceptible et de l'ordre du perceptif, et non pas sur le risque qui est de l'ordre du mesurable. Là, on a un changement effectivement de paradigme qui explique peut-être l'aspect débutatif du public français et de l'opinion publique, qui se retrouve dans les médias, paradoxalement, parce que les médias, dans cette affaire-là, agissent globalement comme l'opinion publique dans sa globalité. Vous pensez, Mohamed Mohamedou, que la France est particulièrement visée aujourd'hui, qu'il y a un risque? Oui, elle est visée. Alors, je pense qu'on peut être encore plus précis que ça. Mais j'en reviens à cette espèce de distance qui est nécessaire par rapport, je pense, aujourd'hui plus que jamais, par rapport à tout cela. C'est-à-dire qu'on est toujours prêt, on est dans l'instantanéité, si vous voulez, des menaces, des derniers développements, et il y a une absence de recul par rapport à tout cela. Et c'est là que je pense que le public perd un peu ses repères. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de surprise par rapport à ça, à cette rentrée, par rapport à des menaces que l'on peut dater? C'est-à-dire fin juillet, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique a proféré des menaces à l'égard de la France. C'était clair et précis, et tous les spécialistes s'attendaient qu'au bout d'un certain moment, très rapidement d'ailleurs, un plan soit mis en exécution par rapport à ça. C'est clair et précis. Et à ce moment-là, peut-être qu'il devait y avoir un travail de préparation par rapport à une information que les gens découvrent maintenant à la rentrée et qui tombe effectivement dans un contexte politicien qui est franco-français, une année et demie avant des élections qui sont particulièrement importantes pour ce pays, toutes sortes de positionnements, mais tout ça fait perdre d'abord, si vous voulez, une profondeur, comme je dirais, historique immédiate par rapport au 11 septembre, et puis sur le long, si vous voulez, une histoire du terrorisme qui en France existe quand même depuis très longtemps. Avant le 11 septembre. Bien avant, je veux dire, il faut revenir à Auguste Vaillant contre l'Assemblée nationale, l'année suivante, l'assassinat du président Carnot, 1894, le FLN... Sans même remonter jusque-là, simplement les attentats des années 80. Carlos, les années 80 avec les Libanais et les Iraniens, et puis bien entendu la saga de Khaled Kelkal dans les années 95, qui est directement liée aux menaces du GIA à l'époque, etc. C'est-à-dire que dans l'imaginaire populaire, il y a une réalité du terrorisme qui a été vécue, mais qui disparaît tout d'un coup, alors qu'elle est particulièrement importante maintenant. Par rapport à l'actualité immédiate, il y a effectivement des menaces, mais là encore, c'est une question de stratégie. Doit-on en parler publiquement et donc courir le risque d'avoir une espèce de psychose sourde, et parfois pas si sourde que ça, ou bien doit-on gérer ça comme les Américains le font de plus en plus, par exemple, depuis qu'ils sont un peu passés de l'immédiat post-11 septembre, où ils étaient un peu dans la panique, et on a vu le résultat, c'est-à-dire un peu plus de professionnalisme dans la gestion de ça. Donc il y a une décision qui relève des autorités. Je pense qu'on ne peut pas jeter la pierre aux autorités par rapport au fait qu'ils font leur travail, mettent les gens dans l'information, mais en même temps, nul n'est au-dessus des soupçons d'instrumentalisation de ces menaces. Et alors là, c'est Al-Qaïda qui menace la France, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique, et est-ce que c'est la même chose, Al-Qaïda et Al-Qaïda au Maghreb islamique? Oui, alors là, peut-être il faut distinguer, je ne suis pas d'accord sur la question de savoir, de mélanger tous les types de terrorisme et de remonter à Sadi Carnot. Non, je crois que la menace est différente aujourd'hui, même par rapport à 95. Le public français n'a pas oublié les attentats de 95. Aujourd'hui, nous sommes menacés par une organisation très précise qui est Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique. L'AQMI, pour ainsi dire. Cette organisation a comme agenda précis, depuis sa création, le 11 septembre 2006,
et en janvier 2007, a comme un agenda, comme ennemi prioritaire, la France, pour différentes raisons, à la fois historiques, pour des raisons économiques, pour des raisons idéologiques. Tout cela fait que, aujourd'hui, c'est la principale menace sur la France. Nous ne sommes pas menacés particulièrement par d'autres organisations. Celle-ci nous vise en particulier. Et effectivement, elle a émis des communiqués très précis suite à l'opération franco-mauritanienne en juillet dernier, annonçant sa volonté de vengeance. C'est dans ce contexte-là que se situe aujourd'hui le risque terroriste. Alors moi je voulais dire justement le lien entre la menace dont vous parlez en France et vous avez fait référence au Pakistan et à l'Afghanistan. Je ne crois pas que AQMI, enfin Al-Qaïda au Maghreb islamique, soit, j'allais dire, impliqué directement dans la menace et dans la possibilité de faire quelque chose sur le sol français. Ils n'en ont pas les moyens ? Ils n'en ont pas les moyens. Vous avez, disons, pour la région du Sahel, deux principaux groupes. Bon, vous avez l'Algérien Drogdel qui est en Algérie, qui soi-disant qui commande les deux autres, mais lui il s'occupe de la Kabylie et de l'Algérois. Mais pour ce qui est de la Mauritanie, c'est Mortar Ben Mortar, qu'on appelle Mr Marlboro pour vous dire enfin de qui il s'agit, parce que c'est un trafiquant de cigarettes au départ. Donc l'acmisation de Mortar Ben Mortar, c'est un peu une façon aussi de se médiatiser, donc de se faire connaître. Et son concurrent Abdelhamid Abou Zaid, qui est le plus brutal, c'est lui qui a été l'auteur de l'enlèvement des ressortissants français au Niger. C'est celui qu'on voit, on le verra dans quelques instants d'ailleurs. Qui a récupéré certainement Michel Germano, qui a été assassiné. Parce que les otages ne sont pas forcément kidnappés par ces gens-là, ils sont kidnappés peut-être par des groupes qui les revendent. Et ensuite, les gens disent sous le label AQMI, ça leur fait de la publicité, ça leur fait de l'argent quand ils reçoivent une rançon, donc ils s'enrichissent, ils se font connaître et ils y trouvent donc une justification politique qui n'ont peut-être pas finalement, au fond, au départ, comme une conviction, si vous voulez, comme une motivation première. Merci Ken. Je suis assez d'accord avec Madame dans ce sens qu'il est des régions comme par exemple le Sahel ou l'Afrique du Nord et même certaines régions en Afghanistan où l'islamisme niveleur des talibans ou des wahhabites doit composer avec des structures existantes qui n'arrivent pas à briser complètement. Donc ils coexistent avec elles, c'est des structures tribales, claniques, familiales. Et là, quand il y a ce genre de coexistence, on peut négocier. Donc il y a des marchandages, il y a des gens qui acceptent de payer des rançons, d'autres qui n'acceptent pas. Les Espagnols ont accepté, par exemple. Les Français ont dit qu'ils acceptent toujours. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils l'ont dit. Mamedou ? Je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit, je pense, sur l'aspect contextuel du terrorisme. Je pense que c'est fondamental. Si on ne met pas le terrorisme dans un historique et un contexte, je pense qu'on ne comprend pas ces linéaments fonctionnels qui font qu'aujourd'hui, comme à d'autres époques, il y a une menace qui doit être comprise par rapport à d'où est l'origine. Maintenant, si on regarde Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, il faut prendre le temps de s'arrêter sur son historique et ne pas commencer immédiatement avec ses propres messages et prendre pour argent comptant ce qu'elle dit. Je vous dirais tout simplement qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique a de plus en plus très peu à voir avec Al-Qaïda dont elle est née, Al-Qaïda al-Umm, l'organisation mère. Mais est-ce qu'elle existe, Al-Qaïda al-Umm? Je ne suis même pas sûr qu'elle existe. On pourrait revenir là-dessus, mais simplement pour terminer sur Al-Qaïda sur le Maghreb islamique, c'est une organisation dont la généalogie est fondamentalement algérienne. C'est-à-dire, c'est le groupe salafiste pour la prédication et le combat qui, à la fin de la guerre civile en Algérie en 1998, dans une espèce d'apothéose de violence, il faut le rappeler, les massacres de Raïs et Ben Talha, naît dans une violence très forte et à partir de ce moment décide, si vous voulez, de se donner une nouvelle identité. Mais si on remonte plus loin, on voit que ce mouvement GSPC qui sort donc du GIA, qui sort plus ou moins du MIA et du FIS, on peut remonter très loin jusqu'à Mustafa Bouyali au début des années 80, c'est-à-dire un lignage par rapport à une organisation algérienne. Elle descend plus au sud, elle essaye plus ou moins de s'installer et là, je dirais de manière assez opportuniste, essaye un petit peu de s'attacher à une autre organisation qui est née ailleurs, dans une autre logique, beaucoup plus planétaire, Al-Qaïda de Ben Laden et de Wahiri, et à ce moment-là, entame une correspondance à travers Zarqawi en Irak. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est-à-dire l'élément le plus violent de Al-Qaïda
et cherche à se faire adouber. Ça prendra 3 bonnes années, jusqu'à août 2006, ou plutôt septembre 2006, jusqu'à ce que Zawahi annonce que cette organisation se rallie. Et 6 mois plus tard, en janvier 2007, elle entamera son nouveau nom, elle fera ses opérations. Maintenant,